Le programme économique du président américain a reçu un coup majeur de la Cour suprême lorsque la plus haute juridiction des États-Unis a invalidé les tarifs douaniers mondiaux de Donald Trump. Mais Trump, défiant, a rapidement déclaré qu'il imposait un nouveau tarif de 10%. Au même moment, une autre mission commerciale à l'étranger se déroulait et le gouvernement canadien insistait sur le fait qu'il avait toujours de nombreux points de contact avec l'administration Trump et qu'il demeurait engagé avec Washington. Mais Ottawa reconnaissait aussi qu'à l'heure actuelle, les États-Unis préfèrent faire payer un prix pour accéder à leur marché. Apparemment, même l'amitié exige maintenant une déclaration douanière. Le Premier ministre a repoussé l'idée d'offrir la moindre concession aux États-Unis pour relancer les discussions commerciales, en affirmant clairement qu'il y a deux parties dans ces négociations et que le Canada ne reçoit pas ces instructions des États-Unis. Ce qui se déroule maintenant pourrait bien marquer l'effondrement de confiance le plus spectaculaire entre deux des voisins les plus proches du monde moderne. Les États-Unis d'Amérique et le Canada, partenaires depuis plus de 150 ans, amis à travers deux guerres mondiales, alliés liés par la plus longue frontière non défendue de la planète, se retrouvent maintenant au bord de quelque chose que personne ne croyait possible. Les hauts responsables commerciaux de l'administration Trump ont publiquement placé le Canada dans la même catégorie que la Chine communiste. Ils ont qualifié le Premier ministre du Canada d'arrogant. Ils l'ont accusé d'agir avec supériorité. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun adulte aux commandes à Ottawa. Et en réponse, Mark Carney vient d'ouvrir une toute nouvelle cagnotte de guerre de 25 milliards de dollars conçue pour libérer le Canada de l'influence américaine pour toujours. Quand les insultes deviennent une politique, même la feuille d'érable commence à lire les petits caractères. La vitesse et la brutalité de ces développements sont presque difficiles à croire. Le décor était une salle d'audience de la Commission des voix et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis à Washington. La date était le 22 avril et l'homme assis à la table des témoins était Jamison Greer, le représentant au commerce des États-Unis, le plus puissant négociateur commercial de tout le gouvernement américain. Greer était interrogé au sujet du prochain examen de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, le pacte trilatéral qui a remplacé l'ALENA en 2020. Puis, devant les caméras et les législateurs, il a lancé une phrase qui a fait le tour du monde en quelques minutes. Il a dit, et voici ses mots exacts, qu'il y a deux pays qui ont exercé des représailles économiques contre les États-Unis au cours de la dernière année, la République populaire de Chine et le Canada. Il a dit que c'est la compagnie qu'il fréquente. Cette comparaison compte. Le plus haut responsable commercial des États-Unis d'Amérique venait de comparer le Canada, membre du groupe des 7, allié de l'OTAN, deuxième plus grand partenaire commercial des États-Unis, à Pékin, au même régime communiste que le Pentagone décrit comme la menace à long terme la plus sérieuse pour les États-Unis. Une touche subtile, bien sûr, quand la diplomatie n'a plus d'arguments, elle va fouiller dans la boîte à déguisement. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Pendant que Greer pilonnait le Canada devant le Congrès, son adjoint, l'ambassadeur Rick Switzer, disait quelque chose d'encore plus personnel lors d'un autre événement. Switzer s'exprimait au Council on Foreign Relations, l'une des institutions de politique étrangère les plus influentes de tout le monde occidental. Et devant un public de diplomates, de journalistes et d'analystes, Switzer a pointé directement Mark Carney du doigt. Il a dit que Carney avait rendu les négociations commerciales personnelles. Il a dit que Carney laissait ses sentiments et son ego dicter son approche. Il a dit que Carney agissait avec supériorité. Puis il a livré la phrase qui a mis le feu à Ottawa. Switzer a dit « Je soutiendrai qu'il n'y a pas d'adultes aux commandes au Canada ». Il a dit « On ne cherche pas à contrarier le dirigeant du pays auquel on est absolument lié de manière existentielle ». Il a qualifié cela de faute politique. Puis, presque moqueur, il a ajouté « Le Canada peut avoir une économie faible et sous-performante, et Carney peut se sentir supérieur, ou le Canada peut avoir une économie qui participe comme partie intégrante de l'économie des États-Unis. » Le choix, autrement dit, c'est se soumettre ou souffrir. Rien ne dit partenariat comme le fait d'offrir une chaise à quelqu'un, tout en appelant cela une laisse. Ce n'est pas le langage d'un partenaire, c'est le langage d'un empire qui parle à un tributaire. La question est de savoir comment la frontière la plus amicale de la Terre s'est transformée en zone de guerre froide en un peu plus d'un an.
Pour comprendre cela, il faut revenir au début de 2025, lorsque Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche pour son deuxième mandat. Dès les premières semaines, Trump a fait du Canada une cible. Il a imposé des tarifs sur l'acier canadien, l'aluminium canadien, les automobiles canadiennes. Il a relancé encore et encore l'idée que le Canada devrait devenir le 50 et un État des États-Unis. Il a qualifié l'ancien Premier ministre, Justin Trudeau, de gouverneur. Il s'est moqué publiquement des dirigeants canadiens, à répétition, avec un genre de mépris qu'aucun président américain n'avait jamais affiché envers Ottawa auparavant. La blague de l'annexion revenait sans cesse, comme si la répétition pouvait transformer une mauvaise chute en politique frontalière. La réponse canadienne, au début, a été confuse. Trudeau était sur le départ. Le pays était en transition politique. Puis, au printemps 2025, quelque chose s'est produit que personne à Washington n'avait vu venir. Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, l'homme qui avait guidé deux des plus grandes économies du monde à travers des crises historiques, est devenu Premier ministre. Et Carney n'a pas mené sa campagne la tête baissée. Il l'a mené avec ce qu'il appelait une campagne elbows up, un terme de hockey, une expression qui signifie tenir bon et refuser de se faire bousculer. Et le peuple canadien l'a élu précisément sur cette promesse. Maintenant, un peu plus d'un an après le début du mandat de Carney, cette doctrine elbows up atteint sa pleine vitesse. Le dimanche, quelques jours seulement avant que tout cela n'explose, Carney a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il a dit quelque chose qui a même choqué de nombreux Canadiens. Il a dit que les liens étroits avec les États-Unis étaient devenus une faiblesse pour le Canada. Une faiblesse. Cette déclaration a un poids énorme venant d'un premier ministre canadien. Depuis plus de 70 ans, chaque dirigeant à Ottawa, libéral ou conservateur, a décrit la relation américaine comme le fondement de la prospérité canadienne. Carney vient de la redéfinir publiquement comme une vulnérabilité. À Paris, on appellerait cela le moment où l'invité remarque enfin que l'addition avait été écrite avant même le début du dîner. Puis, le lundi 27 avril, il s'est avancé vers un podium à Ottawa et a annoncé quelque chose que le pays n'avait jamais eu de toute son histoire. Il a lancé le Fonds Canada Fort, le tout premier fonds souverain canadien, avec une contribution fédérale initiale de 25 milliards de dollars canadiens, soit environ 18 milliards de dollars américains. Le fonds investira dans les minéraux critiques, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, la technologie. Et Carney a été extrêmement clair sur son objectif. Il a dit que les États-Unis ont changé, c'est leur droit, et nous répondons. C'est notre impératif. Il a cité la Norvège comme modèle, ce pays qui a utilisé ses revenus pétroliers pour bâtir une fortune nationale si immense qu'aucune puissance étrangère ne pourrait plus jamais faire pression sur lui. C'est la partie que les analystes à Washington ratent ou font semblant de rater. Le Fonds Canada Fort n'est pas seulement un instrument financier. C'est une déclaration d'indépendance. C'est un projet générationnel. Carney n'essaie pas de gagner une ronde tarifaire en 2026. Il essaie de faire en sorte que, d'ici 2036, le Canada n'ait tout simplement plus besoin de l'économie américaine comme il en avait besoin autrefois. Certains pays construisent des murs, d'autres construisent discrètement des portes de sortie avec des comptes portant intérêt. Il s'est déjà engagé à doubler les exportations canadiennes hors États-Unis, il s'est envolé vers l'Europe et a signé des accords plus profonds avec l'Union européenne, il a réinitialisé les relations avec l'Inde, il a même avancé prudemment pour reconstruire les liens avec la Chine. En clair, il bâtit une stratégie de sortie de la dépendance américaine et l'équipe commerciale de Trump voit cela se produire, ce qui explique pourquoi elle réagit de manière aussi personnelle. Car si le Canada réussit vraiment cela, s'il diversifie son commerce, construit sa propre base de capital et cesse de plier devant la pression américaine, alors toute la stratégie de levier de Trump s'effondre, les menaces cessent de fonctionner, les blagues sur le 50 et une État cesse de faire mouche. Les tarifs cessent de faire aussi mal. Et la relation économique bilatérale la plus importante des États-Unis, après le Mexique et la Chine, glisse tranquillement hors de l'emprise de Washington. Le fouet perd sa poésie dès que le cheval découvre une autre route.
Le contexte plus profond compte parce que cela ne se produit pas dans le vide. L'accord Canada-États-Unis-Mexique, connu aux États-Unis sous le nom du SMCA et au Canada sous celui de CUSMA, doit faire l'objet de son examen conjoint le 1er juillet de cette année. Selon les règles de l'accord, les 3 pays doivent décider s'ils renouvellent l'accord pour 6 années supplémentaires, s'ils le font basculer dans un processus d'examen annuel perpétuel, ou s'ils s'en retirent entièrement. Cela devait être un exercice technique de routine. Des avocats et des spécialistes du commerce dans 3 capitales devaient ajuster quelques clauses, mettre à jour certaines règles d'origine, signer quelques documents et passer à autre chose. Au lieu de cela, c'est devenu la plus grande crise commerciale nord-américaine depuis le débat initial sur l'ALENA au début des années 1990. Un examen de routine est devenu un brasier, ce qui est une façon comme une autre de moderniser la paperasse. Greer lui-même a dit ouvertement qu'un accord d'ici le 1er juillet était peu probable. Howard Lutnick, le secrétaire au commerce des États-Unis, a qualifié le CUSMA, selon ses propres mots, de mauvais accord qui doit être réimaginé. Il a dit que le Canada avait la pire stratégie commerciale qui soit. Il a employé un langage si vulgaire pour décrire le comportement commercial canadien que certains médias américains ont refusé de l'imprimer. Le Wall Street Journal l'a rapporté et Axios l'a confirmé cette semaine. L'administration Trump négocie maintenant séparément avec le Mexique et le Canada sur une base bilatérale, en laissant délibérément Ottawa à l'écart des réunions qui incluent Mexico. Greer s'est rendu au Mexique pour rencontrer personnellement la présidente Claudia Sheinbaum. Il s'est assis, il a exposé ses conditions. Les 2 parties ont déjà accepté de lancer des discussions bilatérales formelles sur l'examen du CUSMA à la fin mai. Mais le Canada est mis à l'écart. Switzer, dans ses remarques au Council on Foreign Relations, a rendu la chose presque moqueuse. Il a dit que les adultes sont dans la pièce en train de parler parce qu'il y a une adulte à la tête du Mexique. Et il a soutenu qu'il n'y en a pas au Canada. Qualifier une pièce d'adulte tout en laissant un autre allié dehors, c'est une curieuse définition de la maturité. La firme financière Jefferies évalue maintenant les chances d'un renouvellement propre de l'USMCA à seulement 10%. 10%. Elle attribue une probabilité de 75% au scénario où l'accord glisse vers une décennie d'examen annuel, ce qu'elle décrit comme une forme d'incertitude permanente qui écrase la confiance des entreprises et gèle les investissements à travers le continent. Et elle évalue à 15% les chances d'un retrait complet des États-Unis. Un risque qui, selon elle, ne doit pas être écarté, simplement parce qu'il serait catastrophique. Pour les gens ordinaires, le sens est direct. Le CUSMA, depuis sa création, protège le consommateur américain des pires effets de la guerre tarifaire mondiale de Trump. À l'heure actuelle, plus de 4,25% du commerce entre les États-Unis et le Canada circule sans droit de douane dans le cadre de cet accord. Si le CUSMA s'effondre, ou même s'il glisse dans les limbes les prix des voitures, du bois d'œuvre, de l'aluminium, des produits laitiers et de centaines de milliers de produits qui traversent chaque jour la frontière nord vont grimper. Les usines automobiles de Détroit qui sont profondément intégrées aux fournisseurs canadiens de pièces seront paralysées. Les raffineries de pétrole du Midwest qui fonctionnent au brut canadien seront comprimées. Les foyers de la côte ouest, qui se chauffent au gaz naturel canadien, paieront davantage chaque hiver. Des constructeurs automobiles étrangers ont déjà averti l'administration Trump par écrit qu'ils pourraient retirer entièrement leurs modèles les moins chers du marché américain si le CUSMA s'effondrait. Ce n'est pas un problème canadien, c'est un problème qui arrive directement à la table de cuisine américaine. Et il est alimenté en ce moment par l'animosité personnelle entre un président américain et un premier ministre canadien. L'addition finit toujours par arriver à la table de cuisine, même lorsque le théâtre se joue dans des halls de marbre. La question maintenant est de savoir qui a vraiment l'avantage. En surface, l'équipe Trump semble confiante. Elle ne cesse de rappeler que le Canada exporte environ 75% de ses biens vers les États-Unis, que le produit intérieur brut canadien dépend fortement des consommateurs américains et qu'Ottawa ne peut tout simplement pas se permettre un long combat. Les mots exacts de Switzer au Council on Foreign Relations étaient « ils ne peuvent pas déménager leur boutique ». Géographiquement, c'est vrai. Le Canada ne peut pas se soulever et flotter jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique.
Mais Washington sous-estime quelque chose d'essentiel. Mark Carney n'est pas Justin Trudeau. C'est pas un politicien qui essaye de survivre à un cycle médiatique. Il est l'un des banquiers centraux les plus respectés de sa génération. Il a passé des années à étudier exactement comment les petites économies survivent à l'intimidation des plus grandes. Il a observé la Norvège, il a observé Singapour, il a observé les États du Golfe. Il sait que la réponse, c'est le capital patient, la richesse souveraine, des partenaires diversifiés et des nerfs inébranlables. Et il met maintenant ce manuel en œuvre en temps réel. Un bilan financier peut être plus silencieux qu'un slogan et parfois beaucoup plus dangereux pour lui. Il y a aussi une réalité politique que la Maison-Blanche ne semble pas pleinement saisir. Chaque insulte venue de Washington, chaque comparaison avec la Chine, chaque provocation sur le 51 États, chaque référence à Carney comme arrogant, guidé par son ego, incapable d'agir en adulte, est diffusé dans les salons canadiens aux heures de grande écoute. Et le public canadien réagit comme n'importe quel public le ferait. Les sondages montrent un sentiment anti-américain record au Canada, au niveau les plus élevés mesurés dans l'histoire moderne. Les boycotts de produits américains se répandent du Québec à la Colombie-Britannique. Des provinces retirent le vin et le bourbon américain de leurs tablettes de magasins d'alcool. Des touristes annulent leurs vacances en Floride. Et chaque fois qu'un responsable de Trump s'avance devant un micro pour traiter Carney d'arrogant, la cote d'approbation du Premier ministre grimpe un peu plus. Switzer et Greer pensent faire pression sur Ottawa. En réalité, ils offrent à Carney le mandat politique de sa vie. Il faut un rare talent politique pour insulter un adversaire et lui offrir un hymne national en même temps. Le tableau plus large est encore plus dangereux pour les États-Unis. Le Canada n'est pas isolé. Il se rapproche rapidement de l'Union européenne, qui a elle-même été meurtrie par l'accord de Thornberry de Trump et par ses conflits constants sur la réglementation numérique. Il tend la main au Royaume-Uni, au Japon, à la Corée du Sud, il reconstruit ses liens avec l'Inde, il parle même avec la Chine de chaînes d'approvisionnement pour les minéraux critiques. L'administration Trump a passé la dernière année à se quereller avec pratiquement toutes les économies avancées de la planète en même temps. Et un par un, ces pays se regardent maintenant en se posant la même question. Pouvons-nous commercer entre nous et réduire notre exposition à Washington ? Le Canada, avec son énorme base de ressources, sa main-d'œuvre instruite, sa stabilité politique et maintenant son fonds souverain, se positionne comme le pont entre tous ses partenaires frustrés. C'est le scénario cauchemardesque pour la domination économique américaine. Et il se déroule en temps réel, accéléré par les propres insultes de l'équipe Trump. Quand toutes les tables sont renversées, les invités finissent par apprendre à dîner ailleurs. À partir d'ici, plusieurs scénarios réalistes se dessinent. Premier scénario, le plus optimiste. Les deux parties trouvent un compromis qui sauve la face avant le 1er juillet. Le CUSMA est renouvelé sous une forme modifiée et la guerre des mots se calme. Jeffrey estime cette probabilité à 10%. Deuxième scénario, le plus probable. Le CUSMA entre dans un état d'examen annuel permanent. Les entreprises des trois pays perdent confiance. Les investissements se figent, mais le cadre juridique survit techniquement. Jeffrey estime cette probabilité à 75%. Troisième scénario, celui du désastre, les États-Unis se retirent entièrement du CUSMA. Les tarifs reviennent brutalement sur tout le continent. Les chaînes d'approvisionnement se brisent et l'Amérique du Nord entre dans sa première véritable guerre commerciale en près d'un siècle. Jeffries estime cette probabilité à 15%. Trois portes, et d'une manière ou d'une autre, le paillasson de bienvenue n'est devant aucune. Mais des avocats spécialisés en commerce à Washington admettent maintenant ouvertement qu'ils ne peuvent pas exclure une implosion complète. L'animosité personnelle est aussi profonde que cela. Les signaux politiques sont aussi toxiques que cela, et le calendrier s'épuise. Lorsque la poussière retombera dans 10 ans, l'histoire devra juger qui a fait le bon choix, le président américain qui a regardé son plus proche allié et y a vu un vassal à insulter, ou le premier ministre canadien qui a vu venir la tempête et a discrètement construit pour son pays un bouclier assez solide pour lui survivre. Switzer dit qu'il n'y a pas d'adultes au Canada, Greer dit que le Canada c'est la Chine, Lighthizer dit que le Canada est nul,
Et pendant ce temps, Carney vient d'ouvrir un fonds de 25 milliards de dollars, de signer des accords sur 3 continents et de voir sa cote d'approbation grimper. Certains empires confondent le volume avec la force. L'addition arrive généralement en silence.